Dans cette vidéo, on va voir comment les altérations rénales peuvent se manifester sur un bilan biologique sanguin. Donc sur un bilan biologique, on peut trouver les valeurs du débit de filtration glomérulaire, donc le DFG, et c'est ce qui va nous permettre de classer et de donner les stades de la maladie rénale chronique et de l'insuffisance rénale chronique. Donc dans un premier temps, on va définir un petit peu ces termes et présenter un petit peu ces stades. Ensuite, on détaillera le bilan bio avec un point sur les paramètres qui témoignent de l'altération des reins, et puis les conséquences sanguines de l'insuffisance rénale, avec l'accumulation des déchets azotés, de l'eau et des électrolytes, l'acidose et la baisse des fonctions endocrines. Alors, en ce qui concerne la maladie rénale chronique, quelle que soit sa cause, elle va être définie par la présence pendant plus de 3 mois d'une insuffisance rénale chronique et ou de marqueurs d'atteinte rénale. Donc on va voir un petit peu ces marqueurs d'atteinte rénale. On peut avoir une albuminurie ou une protéinurie, donc ça c'est une augmentation de la concentration d'albumine ou plus largement de protéines au niveau urinaire. On peut avoir aussi une hématurie, donc ça c'est une présence excessive de globules rouges ou d'hématie du coup au niveau urinaire. On peut aussi avoir une leucocyturie, donc ça c'est un excès de globules blancs, donc de leucocytes au niveau urinaire. Il faut quand même vérifier qu'on n'ait pas d'autres causes pour cette hématurie et ou cette leucocyturie. Et en dernier, le dernier marqueur, c'est pas un marqueur biologique, mais c'est un signe d'imagerie qui peut se voir en échographie rénale et qui a trait à la morphologie des reins. Donc on peut avoir soit la taille, soit la forme qui pose problème. Donc quand on est sur un problème de taille au niveau des reins, on a un peu les deux opposés. On a soit des reins qui sont trop petits, donc des reins atrophiés, c'est quand même ce qu'on retrouve majoritairement, ou bien des reins trop gros. Et là, il y a une seule cause où on retrouve une augmentation de la taille des reins, c'est la polykystose rénale. Puisque comme son nom l'indique, on va avoir plusieurs kystes, donc les kystes ça grossit, donc finalement si on a des petites boules comme ça qui grossissent à l'intérieur des reins, ça va faire globalement monter la taille des reins. Sinon dans les altérations rénales, on est quand même majoritairement sur une destruction des néphrons, avec du coup des reins qui vont être de plus en plus petits au fur et à mesure que l'altération progresse. Donc on l'a dit, pour ces anomalies morphologiques, on peut aussi avoir une anomalie au niveau de la structure et de la forme des reins, avec soit par exemple des contours bosselés, ou alors simplement des reins qui vont être asymétriques. Pour ce qui est des stades de la maladie rénale chronique, on en a deux. Le stade 1, il correspond à une maladie rénale chronique avec un débit de filtration glomérulaire qui est considéré normal. Alors que pour le stade 2, on a un débit de filtration glomérulaire qui est légèrement diminué. Et du coup, dans les deux cas, on est sur une maladie rénale chronique sans insuffisance rénale chronique. Donc par définition, comme on l'a vu juste avant, on va simplement avoir un ou plusieurs marqueurs d'atteinte rénale parmi la liste qu'on a vue juste avant. Ensuite, pour des diminutions plus importantes du débit de filtration glomérulaire, on est toujours sur une maladie rénale chronique, mais on va passer dans le stade de l'insuffisance rénale chronique. Donc on a le stade 3, c'est l'insuffisance rénale chronique modérée, pour des débits de filtration glomérulaire qui sont entre 60 et 30, et on a deux sous-types avec le 3A et le 3B. Ensuite, on a le stade 4 pour l'insuffisance rénale chronique sévère, avec un débit de filtration glomérulaire qui est entre 30 et 15. Et en dessous de 15, on a le stade 5, qui est donc l'insuffisance rénale chronique terminale, ou IRCT. Donc on voit bien que l'insuffisance rénale chronique, elle est définie par cette notion de débit de filtration glomérulaire. Et cette baisse du DFG, elle est irréversible et elle peut résulter du coup soit de l'évolution d'une maladie rénale chronique, soit de la non-récupération après une agression aiguë. Donc c'est ça qui définit finalement cette insuffisance rénale chronique, c'est une baisse irréversible du DFG et c'est cette notion d'étiologie, donc l'IRC qui peut être due soit à une maladie rénale chronique qui progresse jusqu'à l'IRC ou simplement à la non-récupération après une agression aiguë. Donc parmi les paramètres qui permettent d'évaluer les fonctions rénales, on a donc ce fameux DFG. C'est pas quelque chose qui se dose directement dans le sang, c'est un paramètre qui va être évalué à partir d'un paramètre sanguin qui est la créatininémie. Et cette évaluation, elle se fait par une équation qui s'appelle l'équation CDK-EPI. Donc avant, il y avait d'autres manières d'évaluer ce débit de filtration glomérulaire. Maintenant, vraiment, ce qui est reconnu, c'est l'utilisation et l'extrapolation finalement de ce paramètre de créatininémie en fonction de la corpulence du patient par ces équations, donc CDK-EPI. Comme son nom l'indique, le débit de filtration glomérulaire, c'est un débit, donc on aura une unité de débit, c'est-à-dire une unité de volume par unité de temps, ici millilitres par minute, le tout ramené à la surface corporelle, puisque, comme on l'a dit, on établit finalement ces équations en fonction de la corpulence du patient. Donc c'est pour ça que pour l'unité du débit de filtration glomérulaire, on retrouve quelque chose qui est un petit peu long, un petit peu barbare, avec cette notion de millilitres par minute pour 1,73 m au carré. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette notion de débit, donc de millilitres par minute, de volume éliminé par unité de temps. Ça correspond donc en fait au volume de sang filtré par le rein en fonction du temps. Ensuite, on retrouve comme paramètres les marqueurs d'atteinte rénale dont on a parlé en intro avec la définition de la maladie rénale chronique. Et tous ces éléments, en fait, ils devraient normalement être retenus par la barrière de filtration glomérulaire, mais si elle est altérée, ils vont pouvoir passer à travers, et donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'on les retrouve au niveau urinaire.
Donc au niveau de l'albuminurie ou de la protéinurie, on a quand même plusieurs stades. Ça commence par la microalbuminurie, qui est du coup la présence finalement d'une toute petite quantité d'albumine au niveau urinaire. Donc c'est vraiment le témoin du début d'une altération rénale, une altération minime pour l'instant, avec des tout petits trous dans la barrière de filtration glomérulaire, donc c'est un témoin de la maladie rénale précoce. La protéinurie, du coup, ça sera la forme un petit peu plus évoluée, avec davantage de quantité de protéines, et on peut avoir une protéinurie qui sera sélective, auquel cas c'est quand même toujours que de l'albumine, ou en tout cas majoritairement de l'albumine, mais on peut aussi avoir du coup des protéinuries non sélectives, avec le passage dans l'urine d'albumine et aussi d'autres protéines. Et parmi ces autres protéines, on va pouvoir avoir des protéines de taille un petit peu plus grosse. À ce moment-là, c'est vraiment un marqueur d'une altération assez importante de la barrière, avec des gros trous, et donc vraiment des grosses protéines qui arrivent à passer à travers. Et du coup, si on a des gros trous, on aura aussi des cellules qui arriveront à passer à travers. Et c'est là où on retombe sur, comme on disait tout à l'heure, une hématurie et éventuellement aussi une leucocyturie. Donc la présence de globules rouges et de globules blancs qui arrivent à passer à travers les trous de la barrière et à se retrouver donc au niveau urinaire. Bien sûr, dans tous ces cas-là, il faut quand même vérifier qu'on n'a pas d'autres causes de la présence de ces globules rouges ou de ces globules blancs au niveau urinaire. Un ancien paramètre qui faisait partie des bilans sanguins au niveau du rein, c'était la clairance de la créatinine, mais c'est plus recommandé par la HAS, donc ça a été finalement remplacé par cette évaluation du DFG par l'équation CDK-EPI. Donc on vient de voir des marqueurs urinaires, maintenant on va voir les autres paramètres biologiques qui sont intéressants au niveau d'un bilan du rein, et c'est des éléments sanguins. Globalement, ils vont témoigner de l'arrêt des fonctions du rein, ou en tout cas de la diminution assez importante des fonctions rénales, donc ce sont des témoins qu'on va retrouver en cas d'insuffisance rénale. Donc une des fonctions du rein qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est l'élimination des déchets, principalement les déchets azotés. Donc là, en cas d'insuffisance rénale, ça ne va pas se faire, donc on va avoir une accumulation dans le sang des déchets azotés, comme la créatinine, ça va faire une hypercréatininémie. On aura aussi une hyperurémie avec du coup l'accumulation de l'urée, à ne pas confondre avec l'hyperuricémie, qui est une augmentation de l'acide urique dans le sang. Et en dernier, on a aussi l'hyperammoniémie avec l'augmentation de l'ammoniac. Donc les reins, ils éliminent aussi normalement les excès d'eau et d'électrolytes. Donc là, ça va pas se faire, donc ils vont s'accumuler dans le sang. Donc on peut citer une hypernatrémie, ça c'est une augmentation de la concentration de sodium dans le sang. Donc vu qu'il n'est pas assez éliminé par le rein, il s'accumule dans le sang. On a la même chose mais pour le potassium, et ça c'est l'hyperkaliémie. Donc attention, là pour le coup c'est des termes qu'il faut vraiment connaître, hypernatrémie pour le sodium et hyperkaliémie pour le potassium. On a aussi ensuite une hyperphosphorémie avec une augmentation du phosphore qui est sous forme d'ion phosphate. Donc ça c'est pour l'accumulation des électrolytes. On a aussi une accumulation d'eau, alors elle a surtout des signes cliniques, mais au niveau biologique ça peut quand même se voir par une baisse de l'hématocrite. Donc l'hématocrite, c'est globalement le volume des cellules sanguines par rapport au volume de sang total. Donc là, si on a une baisse de l'hématocrite, ça montre en fait une dilution des cellules sanguines qui, elles, n'ont pas bougé de volume, mais qui sont diluées par un liquide plasmatique plus important. Donc ça sera le témoin de cette hyperhydratation qu'on retrouve en cas d'insuffisance rénale, avec cette baisse de l'élimination de l'excès d'eau. Parmi les rôles du rein, on a normalement l'équilibre acido-basique, qui est surtout sollicité en fait pour lutter contre les acidoses. Du coup, à ce moment-là, le rein, il va permettre d'éliminer des protons H+, qui sont acides, dans les urines, et c'est toujours couplé avec une réabsorption, donc dans le sang, des composés basiques qui sont les bicarbonates, donc HCO3-. Du coup, en cas d'insuffisance rénale, ça va pas se faire, ou pas assez en tout cas, et donc on aura un manque de sécrétion urinaire des protons et un manque de réabsorption des bicarbonates dans le sang. Donc on a une tendance à l'acidose, avec une baisse du pH sanguin et une baisse de la réserve alcaline, et ce qu'on appelle cette réserve alcaline, c'est les bicarbonates sanguins. Donc cette acidose, elle est aussi due au fait qu'on ait certains composés acides qui vont s'accumuler dans le sang, puisqu'ils ne peuvent pas être filtrés à cause de la baisse de fonction du rein. Donc c'est le cas par exemple de l'acide urique, donc comme son nom l'indique, l'acide urique c'est un acide, donc vu qu'il va s'accumuler dans le sang, il participe également un petit peu à cette acidose. Et un dernier élément qui peut participer à la formation de cette acidose, c'est l'hyperkaliémie. Donc je le rappelle, l'hyperkaliémie c'est l'augmentation du potassium dans le sang. Or le potassium c'est le K+, donc c'est un ion avec une charge positive, et c'est aussi surtout quelque chose qui est toxique s'il est en excès dans le sang. Donc le potassium, c'est le principal cation qu'on retrouve à l'intérieur de nos cellules, mais dans le sang, sous forme libre, on ne doit pas en avoir énormément. Du coup ici, en cas d'insuffisance rénale, on a assez fréquemment une hyperkaliémie qui se met en place, et du coup, comme c'est toxique, le corps il a un moyen finalement d'essayer de gérer un peu cette situation, et c'est qu'il y a un peu de potassium qui va aller se cacher dans les cellules. Mais du coup, ça veut dire qu'on a une charge plus qui rentre dans les cellules. Donc en fait, pour maintenir l'électroneutralité, donc l'équilibre des charges, on a une charge plus qui doit sortir des cellules pour aller dans le sang. Et du coup, cette charge plus qui est échangée finalement par les potassiums qui rentrent dans les cellules, c'est les ions H+, donc les protons qui sont eux responsables de l'acidité.
Donc en cas d'hypercalémie, on voit souvent une petite accentuation finalement de l'acidose, parce que les potassiums qui rentrent dans les cellules vont chasser des protons, qui du coup s'accumuleront dans le sang et feront ainsi augmenter l'acidité sanguine. Donc tous ces signes biologiques, ils se verraient aussi bien en cas d'insuffisance rénale aiguë que d'insuffisance rénale chronique, puisque finalement c'est juste des témoins de cette fonction rénale qui marche moins bien. Par contre, les signes qu'on va voir maintenant, c'est vraiment juste des signes qui sont réservés à l'insuffisance rénale chronique, puisque c'est des témoins de la baisse des fonctions endocrines. Donc parmi les fonctions endocrines qui vont être diminuées ici en cas d'insuffisance rénale chronique, on peut citer la synthèse de l'EPO et la synthèse de vitamine D sous forme active. Donc avec la baisse de synthèse d'EPO, on va avoir une baisse de stimulation de la moelle osseuse, puisque l'EPO c'est l'érythropoïétine, donc c'est un facteur de croissance érythropoïétique, donc ça veut dire que c'est un facteur de croissance qui stimule la lignée rouge, donc la lignée de production des globules rouges. Donc ici, en cas d'IRC, notre moelle osseuse rouge, elle n'est pas assez stimulée, donc elle ne fait pas assez de globules rouges. Du coup, au niveau d'un bilan sanguin, ça se manifeste par une anémie, donc une baisse de l'hémoglobine. Cette anémie, elle est normocytaire, donc le VGM est normal, c'est-à-dire le volume globulaire moyen, il est normal, donc nos globules rouges, ils ont une taille normale. On a aussi une anémie qui va être normochrome, donc chrome c'est pour couleur, donc ici une anémie normochrome, c'est que la couleur des globules rouges est normale, puisque du coup leur concentration intrinsèque en hémoglobine, elle est bonne. On n'a juste pas assez de globules rouges, donc au total pas assez d'hémoglobine dans l'organisme, mais chaque globule rouge, il est concentré normalement, puisqu'on est ici juste sur un problème d'une moelle osseuse qui n'est pas assez stimulée, donc elle fait des globules rouges normaux, mais elle n'en fait pas assez. Donc on a bien cette anémie normocytaire, normochrome et arégénérative, puisque c'est une anémie qui est centrale, on est bien sur une baisse de production, donc nos précurseurs sanguins des globules rouges, qu'on appelle les réticulocytes, ils seront trop bas. Donc ça, c'est le signe d'une anémie arégénérative ou centrale. Ensuite, pour ce qui est de la vitamine D, on a une forme inactive dans l'organisme qui est produite au niveau du foie et elle doit aller se faire activer finalement par une dernière hydroxylation au niveau du rein. Du coup, en cas d'insuffisance rénale chronique, ça ne va pas se faire, donc on n'aura pas de vitamine D sous sa forme active. Donc si on dosait la vitamine D, on aurait une hypovitaminose D, mais c'est pas forcément un paramètre qu'on dose de base comme ça sur un bilan classique. Par contre, on va avoir finalement des témoins de cette hypovitaminose D, avec les conséquences finalement du manque de vitamine D dans l'organisme. Donc parmi les rôles de la vitamine D, on avait l'augmentation de l'absorption intestinale du calcium. Du coup ici, ça va pas se faire, donc on se retrouve avec un calcium qui est moins bien absorbé à partir de l'alimentation, et au final, on se retrouve avec une hypocalcémie. Donc sur un bilan sanguin, la majorité de nos électrolytes s'accumulent parce qu'ils ne sont pas assez éliminés par le rein. Par contre, le calcium, lui, il est plus bas. Et cette hypocalcémie, elle est en fait due au manque de vitamine D à cause de cette atteinte rénale chronique. Donc en conclusion, on a vu que la maladie rénale chronique, elle peut être définie par la présence d'un ou plusieurs marqueurs d'atteinte rénale sans insuffisance rénale chronique pour les stades 1 et 2, ou elle peut être du coup définie par une insuffisance rénale chronique avec une baisse de débit de filtration glomérulaire, et ça c'est pour les stades 3, 4 et 5. Une insuffisance rénale, elle va être marquée par l'accumulation de différents paramètres dans le sang, avec une hypercréatininémie, une hyperurémie, une hyperuricémie et une hyperammoniémie, ça c'est pour les déchets azotés. Ensuite du coup, au niveau des électrolytes, on a une hypernatrémie, une hyperkaliémie et une hyperphosphorémie. Attention pour le calcium, c'est une baisse de la calcémie à cause de la baisse des fonctions endocrines, à cause de la baisse d'activation de la vitamine D. On retrouve aussi une baisse de l'hématocrite, une tendance à l'acidose, avec baisse du pH sanguin et baisse de la réserve alcaline. Et on n'oublie pas que pour le marqueur de l'attente rénale initiale, on est sur un signe urinaire avec la microalbuminurie ou l'albuminurie, et pour des atteintes un petit peu plus évoluées, on va être sur de la protéinurie.